Alors on le voit, différentes définitions de la laïcité, différentes conceptions. 2 minutes ne suffisent pas réellement à tout le monde, du moins, pour définir ce concept et les implications qu'il peut avoir dans une république telle que Genève. Vous l'avez tous rappelé, il y a un long processus de définition et redéfinition de cette laïcité et des différentes implications qu'elle peut avoir. Ça a commencé il y a déjà plusieurs décennies avec la question des cimetières. Il y a eu plusieurs questions au niveau de l'instruction publique qui ont concerné la laïcité. Mais c'est réellement lors de l'Assemblée constituante de 2008 que s'est posée la question institutionnellement de définir la laïcité, l'institutionnaliser dans la Constitution et après un long processus constitutionnel, le peuple genevois a accepté une constitution qui statue que l'État est laïque, qu'il respecte la neutralité religieuse, qu'il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle et qu'il entretient des relations avec les communautés religieuses. S'en est suivi, comme Sarah l'a rappelé, un groupe de travail sur la laïcité institué par Pierre Maudet, qui a lui-même mené une consultation auprès des acteurs concernés. Un projet de loi a été rédigé par le Conseil d'État et lui-même a passé 2 ans en commission qui a mené différentes auditions pour arriver à proposer au Parlement un projet. À partir de cette disposition constitutionnelle qui a été acceptée en 2013, était-il selon vous nécessaire et ou utile de faire une loi sur la laïcité ? Et comment percevez-vous ce long processus, notamment du point de vue de l'inclusion des acteurs concernés et de la qualité des débats ? Monsieur Falquet, vous n'étiez pas directement partie à ce processus, donc peut-être d'un point de vue externe, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé ? Oui, merci. Alors, pour moi, la Constitution était suffisante. Elle garantissait la neutralité religieuse. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème particulier. Par contre, effectivement, lorsque la Constitution est là, rien n'empêche le canton de promulguer une loi. Et c'est ce qui a été fait avec un travail en commission très important. Donc, c'était un débat. Je n'ai pas participé à ce débat, mais je pense que ça a amené. Je pense qu'il y avait comme des craintes, il faut le dire. Là, il y a donc pas mal de gens de religion musulmane. Peut-être que l'actualité et le fait de monter les gens au niveau international les uns contre les autres a peut-être suscité des craintes, certaines craintes, qui pourraient avoir incité à être un petit peu plus restrictif, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, la Constitution suffisait amplement. Mais je ne suis pas contre cette nouvelle loi. Je n'y suis pas opposé. Vous y voyez une utilité Oui, au niveau de l'ordre public, je pense que... Oui, je pense qu'il fallait peut-être... ça suffisait, la Constitution suffisait même, puisque l'ordre public, du moment que l'ordre public est mis en danger, la loi s'applique, le code pénal s'applique, donc c'était même pas nécessaire, mais on a voulu peut-être un petit peu trop en faire. Mais je trouve que ce n'est pas négatif, en tout cas pas. Merci. On va poursuivre avec M. Vanek. Oui, merci. Pour moi, disons... à la suite de la conception que je vous ai exposée tout à l'heure, les seuls interdits qui doivent s'appliquer en la matière, en quelque sorte, sont ceux des lois générales. Les libertés et les droits que j'ai évoqués avant ne doivent pas faire l'objet de restrictions particulières. Il peut y avoir des restrictions limitées s'il y a vraiment un intérêt public, s'il y a une base légale, etc. Mais en respectant les droits fondamentaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors de ce point de vue-là, l'exercice est raté. Alors vous posez la question, fallait-il faire une loi ? La réponse, ce n'est pas la réponse de Pierre Vanek, c'est la réponse de 2 spécialistes du droit constitutionnel, professeurs dans cette université, qui ont dit non, il n'y avait aucune obligation légale en tout cas. C'est une volonté politique, et une volonté politique de Pierre Maudet en particulier, de réglementer toute une série de domaines. Alors, il y a un aspect
problématique avec ce qui a été fait, et ce qui explique aussi, et je crois que mes collègues ne me contrediront pas, la durée des travaux, c'est qu'on a voulu, avec cette loi sur la laïcité, faire un paquet ficelé en mettant beaucoup de choses. On a dans cette loi, qu'est-ce qu'on a? On a la place des questions religieuses dans l'enseignement. C'est un sujet qui aurait pu être traité pour lui-même, séparément. On a l'accompagnement spirituel des gens dans les hôpitaux, les prisons, les aumôneries, etc. C'est un sujet qui pouvait trouver une réponse dans une loi concrète, proche du terrain. Il y en a le sujet qui a été enlevé puis rajouté à la fin, des biens camérés. Ça ne concerne pas les musulmans, mais enfin, c'est les églises propriétés sous certaines réserves de l'église protestante ou de l'église catholique. Ça aussi, ça n'avait pas sa place là-dedans. Et on a les choses très très sensibles sur les signes religieux et puis l'ordre public, etc. Et Pierre Maudet a voulu ficeler un grand paquet en mettant tout ça ensemble. Et moi, j'en appelle, c'est une des qualités du référendum, c'est qu'il permet de déficeler ce paquet et puis de rediscuter tranquillement sur un sujet où il n'y avait aucune urgence à légiférer. Mon collègue Falquet, qui a voté la loi, le dit lui-même. Pour moi, la Constitution, disons, c'était déjà ça aurait suffi. Donc les référendums permettent, en disant non, permettent de déficeler le paquet et de remettre sur le métier, y compris les aspects non controversés de la loi, de les adopter rapidement et d'avoir une discussion concrète sur les aspects qui posent réellement problème en regard du droit supérieur et du droit international. Je vous laisse passer le micro. Ah, pardon. Merci. Merci. Bon, une loi n'était peut-être pas nécessaire effectivement, mais elle comprend tout de même des points qui sont positifs, par exemple, et qui rejoignent l'idée de la laïcité inclusive. Par exemple, l'idée de l'égalité des communautés religieuses devant la loi, la contribution religieuse volontaire, l'aumônerie, donc on appelle maintenant l'accompagnement. Ça, ce sont des points qui sont positifs, qui peuvent être pris en considération. Mais il y a d'autres choses dans le processus qui a été mis en route. Par exemple, le groupe de travail avait pris la décision de faire en sorte qu'il n'y ait pas de représentants religieux. Et il y avait cependant un rabbin. Il n'y avait pas un imam dans ce groupe qui a présenté les propositions avant d'aboutir justement à cette loi. Donc il y a une entorse à la règle qu'on s'était donnée au départ. Autre point, la Commission des droits de l'homme n'a pas reçu l'UOMG. Elle a reçu toutes les autres communautés, mais pas ceux qui représentaient les musulmans. Et on a soumis 6 pages avec nos propositions. Rien n'a été retenu. Par exemple, on avait proposé que la présente loi a pour but de protéger la liberté de conscience, de croyance et de pratique. Et on voulait insister sur cette notion de pratique parce que on voit que, par ailleurs, la loi va contre cette liberté de pratiquer la religion. Donc voilà, donc ceci pour dire que les musulmans aujourd'hui organisent ce genre de rencontres pour dire également que maintenant les choses vont changer. Il va falloir tenir compte de cette communauté qui s'implique, notamment dans le domaine citoyen, et qui a des droits, et qu'il faut apprendre aussi à écouter dans un dialogue qui est équilibré, qui est équitable.